gens ici, en fait, se sont impliqués l'an dernier dans un mouvement d'opposition à connotation très familiale, on va dire. Pas forcément tout le monde. Donc on va respecter ça aussi, parce qu'on a vocation à fédérer beaucoup plus large, puisqu'on vise un public de 85% de Français qui ne sont pas satisfaits de leur président. Oui. Attention au cadre. Alors, à Paris, on se parlait beaucoup entre leaders, et il y avait certains points de vue, certains mouvements qui disaient bah, de toute façon il y aura une pause après le 26 mai, et les gens sont lassés, ils ne savent pas quoi faire, la loi est passée. Mais ces mouvements disaient toujours on lâche rien. Et je leur disais mais c'est quoi la prochaine manif? Bah peut-être à la rentrée on commencera à la planifier. Et ces mêmes gens-là commencent maintenant parce qu'ils disent mais on n'a rien fait, à mettre une date dans le futur. Et là on a l'impression d'une charge d'infanterie qui se décide comme ça juste parce qu'il faut charger. On ne sait pas si c'est le bon jour. Voilà. Mais ce qui est vrai c'est qu'il y a cette envie dans l'opposition de rien lâcher, de continuer. Et les Women aujourd'hui en seront un bon exemple, je l'espère. Donc, quand on s'était dit qu'on lâchait rien, tout le monde pensait que l'été serait vide. Et moi, le 14 juillet, j'ai distribué 150 sifflets. Et dans les jours qui ont suivi, je me suis entraîné, je me suis occupé de la banderole. Donc, on est sur une philosophie du on lâche rien, mais vraiment pas du tout. Voilà, donc certains s'avouaient vaincus. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet? Le 14 juillet, premier coup de théâtre. En 3 manifestations avec 1 million de personnes, Hollande n'avait toujours pas été ridiculisé. Et même plus. Et même plus potentiellement. Hollande n'avait pas été attaqué sur le caractère régalien de son pouvoir. Je ne sais pas si c'était les leaders des mouvements de l'époque qui se demandaient s'il ne fallait pas attaquer frontalement le président. Mais en tout cas, si on criait à Hollande démission, la foule avait envie de le crier, mais ce n'était pas le but des mouvements. Pourquoi? Bah, clairement, il y avait un enjeu. Il y avait un enjeu qui était familial et qui a mobilisé. Mais est-ce que la stratégie de la négociation était la bonne? Ils ont voulu montrer un peu leurs muscles, 1 million de personnes. C'était une phase de négociation. Il s'est trouvé que, donc, comme je vous ai dit, le 14 juillet, différents mouvements en dehors de la Manif pour tous ont tous dit on va se retrouver sur les champs. La Manif pour tous, 3 jours avant, a dit bah, non, surtout n'y allez pas, parce que c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale. Bon. Et puis, les différents mouvements, dont les Women, tout ça, ont regardé ce qu'on pouvait faire. 9 juillet, Nicolas Bernarbus est libéré. Le mouvement prisonnier politique qu'à l'époque je dirigeais a eu 5 jours pour se retourner. Voilà. On était à fond sur Nicolas, on faisait tout sur Nicolas, et tout d'un coup on avait 5 jours pour dire qu'est-ce qu'on fait le 14 juillet. Clairement on savait qu'il y aurait du monde, mais en traversant les Champs-Élysées, on voyait quoi? On voyait les haut-parleurs sur tous les arbres, 2 haut-parleurs tous les arbres, et une triple rangée de barrières pour que les gens soient filtrés et que tout drapeau français soit interdit, etc. Donc la foule, clairement, le gouvernement y était attentif et il comptait la contrôler, avec des haut-parleurs, parce que je ne sais pas si vous avez essayé de crier en face d'un haut-parleur, crier en soirée, si vous essayez de vous entendre, au bout d'un moment, vous égosillez, puis au bout d'un moment, vous arrêtez. Donc c'est là que l'idée des sifflets est arrivée. Les sifflets ont permis à tout le monde d'avoir le moral, et quand on crie, mais qu'à côté le gars siffle, on ne s'arrête pas de crier. Moi, il se trouve que j'ai crié Hollande dictateur, et la vidéo en une journée a fait 198 000 vues. J'ai crié Hollande dictateur un peu comme ça par provoque, parce que j'aurais dû crier peut-être Hollande démission. Hollande dictateur, ça paraît une exagération. Mais j'ai été arrêté dans les 5 minutes, donc l'exagération, à la limite, on se demande si c'est vraiment une exagération. Donc, ce à quoi j'ai fait attention ce jour-là, c'était le moral des manifestants. Et ça me semble une intuition sur laquelle on continue de travailler. Donc dictateur, bon, bah, finalement c'est auto-justifié. Depuis le 24 mars, on lâche pas grand-chose. En fait, d'abord, mais pourquoi j'ai choisi le 24 mars? Parce que c'est la date de la seule manifestation de la Manif pour tous que j'ai faite. J'y suis allé, j'avais rien fait avant. On a été gazés. Voilà. Voilà, et quand j'ai entendu que mes amis, le soir je suis rentré chez moi parce que j'étais au fond de la manif, j'ai entendu qu'il fallait se disperser.
Je rentre chez moi, je vois les statuts des copains, on est dans le métro, on se fait taper dessus, on se fait gazer. Quoi? Mes amis qui se font complètement peaceful, bon cateau, ils se font gazer? Donc là, c'est un sentiment de révolte et d'injustice au-delà d'une cause. Ce qui a fait que du coup, petit à petit, je suis devenu militant à temps plein. Bon. Il n'empêche que ces actions-là, on a lancé le camping pour tous après le 24 mars, on a lancé les prisonniers politiques, d'autres mouvements sont nés, le printemps français, les Omen, et puis il y avait l'affaire Nicolas Bernardus, et puis tout le monde était fatigué après. Donc, j'ai pas voulu que ça s'arrête, mais j'ai continué cet été. Mais au-delà de simplement une opération, je pense que l'an dernier, beaucoup de mouvements ont fait quelque chose parce qu'il fallait faire quelque chose. Ils n'ont pas fait quelque chose parce qu'ils se sont dit c'est la chose la plus efficace. Moi j'ai l'impression que les gens, ils se disent, ils font quoi les syndicalistes? Ils vont dans la rue. Ah ben on va faire pareil. Ils font quoi les femmes? Se mettre torse-poil. Ah ben on va faire pareil. C'est bien d'imiter. Mais est-ce qu'on imite parce qu'on croit que c'est la méthode gagnante? Que c'est la méthode la plus efficace? Ou est-ce qu'on imite pour imiter? Je vais faire un petit calcul d'ingénieur. Ouais, on va le détailler, tout le monde va suivre. Ok. L'an dernier, évaluons simplement l'effort humain qui a été fourni. 3 fois 1 million de personnes. Ça fait 3 millions de journées. 3 millions de journées, si on devait les indemniser au prix d'un ouvrier, ça fait 8 euros net, mais plutôt que 16 euros. Allez, on va mettre 20 euros, 15 euros de l'heure, allez. 150 euros la journée. 150 euros la journée fois 3 millions. On est dans une dépense humaine de 450 millions d'euros. Oui, on parle que de la dépense humaine, pas de la dépense logistique, de l'effort qu'il a fallu fournir avant pour avoir cette motivation. Et pour quel impact? La motivation, après la première manifestation, la motivation était au top. Donc il y avait un impact psychologique important. Mais quel était l'impact? Impact médiatique, le mouvement a été traité d'homophobe, donc l'offensive médiatique, et impact politique. Donc moi j'étais scandalisé par ce manque d'efficacité. Et quand j'ai lancé le camping pour tous, je me suis dit, il y a des gens qui sont pas très nombreux qui arrivent à s'installer devant le World Trade Center, et on parle d'eux pendant une semaine dans le monde entier, et ils sont pas très nombreux. Mais par contre, c'est juste qu'ils restent là. J'ai tenté la continuité avec le camping pour tous, le sitting permanent. Je trouve que l'affaire de 67 devant l'Assemblée nationale a montré qu'en France, on peut rester approximativement 1 heure devant un bâtiment public. Donc c'est difficile, on peut faire parler pendant 1 heure, si on reste 1 heure, on fait parler de ça pendant une journée. L'impact humain, le coût humain, 67 journées, 67 voire 24 heures, ça va quand même pour faire parler de ça pendant une journée. Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose d'efficace, d'où l'offensive aérienne, parce que l'offensive aérienne, quand j'ai commencé mes calculs, c'était 40 000 euros d'investissement, 10 000 euros de dépenses comptables effectives, et je me disais que 10 000 euros de dépenses effectives, et ben, le résultat les vaudrait largement. Voilà. Donc je me suis entraîné pendant 15 jours, et ensuite le Tour de France a pu avoir lieu. Je pensais qu'il y avait une valeur symbolique à faire le Tour de France. Limite, maintenant je conçois ça limite comme un exorcisme, mais bon, voilà, on va garder ça entre nous. En tout cas, le côté itinérant, ça avait une autre dimension symbolique, c'était la France, pas Paris. Bien sûr, les révolutions se terminent à Paris, mais la mobilisation se commence en France. Donc, un Tour de France, et puis il y a eu la couverture qu'il y a eu. L'impact médiatique, on va revenir aux chiffres. J'ai dépensé 10 000 euros, et ça c'est juste la double page, version online, la double page dans le Figaro Magazine. Double page dans le Figaro Magazine. Si on veut chiffrer ça, on se dit combien ça me coûterait de manière publicitaire. Je sais pas, je vais donner un chiffre qui me paraît crédible. Double page, 700 000 euros de... 700 000 vues, 700 000 personnes qui lisent le Figaro Magazine. 100 000 euros. 100 000 euros, je pense, cette double page, sans parler de tout ce que j'ai eu à côté comme couverture télévisée. Donc un petit ratio de 1 à 20 entre l'effort fourni. Pour le coup, j'ai pas chiffré mon effort humain, mais pour l'effort
comptable fourni et l'impact médiatique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller en permanence. Je ne dis pas, je l'ai fait, je suis trop bien. Je dis, je l'ai fait, tout le monde devrait le faire. Dans n'importe quelle entreprise, on regarde le résultat après avoir les conséquences et puis les sommes engagées. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Non, mais ça avait été relayé sur Facebook. Il y a beaucoup de sites qui en parlaient de... Voilà. Bon, Tour de France, ouais. Voilà, donc depuis, il y a eu deux autres opérations d'importance. L'opération la voiture volante d'émission, qui n'aurait eu aucun impact sans l'avion. C'est le fait que la voiture rappelait l'avion, qui est une sorte de suivi, et sa répression. La voiture aujourd'hui, elle nous fait avancer sans qu'elle roule. Parce qu'on a ouvert un front juridique du coup. La voiture a été saisie illégalement pour un motif farfelu, je l'ai cité. On peut attaquer le procureur pour vol. Aujourd'hui, je recrute des avocats qui sont scandalisés, qui vont faire du travail pro bono, gratuit, qui eux-mêmes mobilisent de la presse, qui appellent, ça commence à bouger au niveau de la... On commence à avoir des avocats qui sont spécialisés dans le droit européen et dans les droits de l'homme. Donc on commence à avoir des fruits. Quand est-ce que le gouvernement lâchera l'affaire? C'est pas parce qu'il lâchera l'affaire que le préjudice sera disparu, donc on pourra toujours charger là-dessus. Et puis nous, on est prêt à avoir une deuxième voiture, une troisième voiture, une quatrième voiture, parce que l'effort consenti sur la voiture, c'était à peu près 1000 €. Quelqu'un a donné une vieille voiture, on a acheté 300 € de stickers, et c'est fini. Donc, opération voiture. Depuis, on a eu une autre opération, on a eu des opérations banderole, qui rappelaient la banderole aérienne à Quimper, qui est un peu notre comeback. Il se trouve que j'ai eu un mois off pour raison de rivalité entre mouvements, on va dire, qui est triste. Quimper, comeback de la banderole, bien médiatisé, elle passe sur la télé, dépense, 200 € d'essence, on va dire. Non, c'est quand même exagéré, 200 € d'essence pour faire Paris-Quimper. Donc, dépense pas grand-chose, et au passage, on profite pour recruter des jeunes ultra motivés. Ces jeunes ultra motivés qui créent une nouvelle équipe veulent à tout prix refaire une opération banderole. Donc, il y a eu l'opération de novembre entre-temps, mais le 30 novembre, il y avait soi-disant une manifestation des bonnets rouges à Paris. Ok. J'ai une proposition d'un chef d'équipe qui me dit moi je vais faire la banderole, le truc à dire. Je dis le plus important c'est l'exfiltration. Qui a pensé? Je trouve que j'ai pas fait mon rôle de coach suffisamment de manière suffisamment appuyée, parce que l'opération nous a coûté au final 3 000 € de banderole, puisqu'on nous l'a brûlé. Mais on a ouvert un nouveau front juridique, et cette fois-ci c'est 2 nouveaux avocats, et là on a eu 12 avocats qui nous ont rejoints, certains de gauche, pour écrire à leur procureur. Donc c'est positif. La répression fait partie de notre stratégie, on le verra plus tard. Voilà, on va reprendre le fil. Quand on dit qu'on veut rien lâcher, c'est un état d'esprit, ça doit être un objectif, mais c'est plus que ça. Si on veut juste rien lâcher, c'est juste qu'on est en têtu. C'est pas bon d'être juste têtu. Moi je suis pragmatique, je veux gagner. Je m'engage dans un combat que pour gagner. Sinon, je reste chez moi. Plutôt pantouflard. Donc, mobiliser pour mobiliser, non. Une bataille à gagner. Et je vais m'inscrire dans quelque chose de relativement martial dans la rhétorique interne. Aussi entrepreneuriale d'ailleurs. Toutes les organisations humaines qui marchent, on va en extraire le principe actif. Pas forcément les syndicats. Donc Hollande d'émission, c'est un projet. Est-ce que c'est juste emmerder Hollande? Pourquoi pas? Après tout, la gauche l'a fait. Ils ont emmerdé Sarkozy. Ça leur a permis de gagner 5 ans plus tard. Donc je vous dirai à ceux d'entre vous qui sortiront de cette conférence sans être convaincus qu'on peut gagner, à la limite, même si on ne peut pas gagner, choisissez l'organisation qui fera le plus mal au gouvernement. C'est ce qui vous rapportera le plus à long terme. Voilà. Mais moi, je suis persuadé qu'on peut gagner. On va revenir en arrière. Pourquoi est-ce qu'on peut gagner? D'abord, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne croient pas qu'on peut gagner? Parce qu'il y a une illusion dans la perception humaine de l'histoire comme une continuité sans rupture. Quand un politique nous dit le changement c'est maintenant, on le voit pas vraiment. On voit qu'il est mauvais le changement, mais c'est incrémental, c'est petit à petit. Je dirais que moi je vais pas
parler de mes convictions politiques. Mais ceux qui votent très très à droite, on va dire, ont tendance à croire que l'UMP c'est la même chose que le PS. Ils vont dire ça ne change pas. Qu'est-ce qui fait vraiment qu'on ne voit pas le changement? D'abord, c'est qu'un être humain, ça vit et ça meurt. Donc des gens qui ont vu Hitler, il n'y en a plus beaucoup. Les gens qui ont vu la révolution de 1789, il n'y en a pas du tout. Et les gens qui ont vu mai 68, eh ben, ils sont plus jeunes et ils se sont pantouflés. Donc les gens qui ont vu les grands changements de l'histoire, il n'y en a pas. De facto, qu'est-ce que vit un étudiant de 18 ans? Que quand il avait 15 ans, il était en 3e, et quand il avait 16 ans, il était en seconde. Quel était le changement? Donc, l'être humain ne croit pas au changement. Et quand il arrive le vrai changement, quoi? Surprise. Donc, c'est juste l'expérience humaine qui fait que les gens ne croient pas au grand choc de l'histoire. Et qu'est-ce qui fait que moi, maintenant, je commence à y croire? D'abord que j'étais complètement surpris de la mobilisation qu'il y a eu l'an dernier. Je suis descendu dans la rue le 24 mars, on m'avait bien dit qu'il y avait eu 1 million de personnes les 2 fois précédentes. Moi, je me disais, ce truc-là, ça mène à rien, ils vont rien obtenir, c'est pour ça que j'y allais pas. C'est parce que ça menait à rien, mais le 24 mars, j'y suis allé parce que c'est le dimanche des rameaux. Et donc, Jésus mourant sur la croix, je pouvais quand même sortir 2 secondes dans la rue, me faire mal au pied. Bon, mais j'ai vu cette mobilisation, et dans les semaines qui ont suivi, j'ai vu des choses qu'on n'avait pas prévues. J'ai vu l'incarcération de Nicolas Bernardus. Le gouvernement avait beau avoir truqué le procès en mettant des juges super gauchos, ils se sont loupés là, ils sont allés un cran trop loin. Donc ils n'avaient pas prévu ça. Ils ont eu l'air mal après. Au niveau international, les bonnets rouges. Qui a vu venir les bonnets rouges? Moi j'en ai 2 paquets là, tu peux les montrer. Moi je les ai pas vu venir. Il a fallu réagir vite pour essayer d'acheter des bonnets rouges avant que tout disparaisse et que tout soit saisi. Qui a vu venir l'affaire Leonarda? Personne. Donc, même les petits changements, on ne les voit pas venir, alors que les gros, vous pensez bien. Donc le projet, il faut faire un acte de foi et réaliser que les vrais changements peuvent arriver. Il faut sortir de notre routine et que celui-ci n'est pas si inaccessible du tout. Pourquoi? Parce que les conditions sont idéales. Président impopulaire, structurellement, parce qu'il n'a pas la compétence pour être populaire. Mouvement de fond, de contestation, ras-le-bol généralisé depuis des années, mais qui arrive à un sommet. Motivation d'une partie de la population qui vient de découvrir l'action politique. Donc, les conditions sont réunies. Il va falloir surveiller l'efficacité pour faire advenir ce projet. Donc, il y a un autre petit calcul d'ingénieur, mais là, encore plus simple, qui est ce projet-là, ce combat-là, est-ce qu'il vaut la peine d'être combattu? Bien sûr. Vous dites oui aujourd'hui, mais moi en tant qu'ingénieur et un bon sceptique, un bon rationaliste, je dis bon, je sacrifie quoi dans ce combat? Il va falloir que je compare ce que je sacrifie, ce que j'ai investi de mon temps qui a une certaine valeur, ce que j'ai investi de mes sous et ce que je crée. Donc je me suis dit comment je peux évaluer la valeur créée. J'ai très envie que Hollande s'en aille, mais comment je pourrais faire? Je me suis dit, l'unité comptable la plus simple, c'est le jour de bonheur. Oui, le jour de bonheur, c'est très simple. Je veux dire, c'est justement la chose qu'on ne peut pas convertir en autre unité. Donc, ça peut-être que c'est l'unité la principale. Ça vient peut-être de ma formation en économie où on voulait l'utilité, maximiser l'utilité. Bref, le jour de bonheur, c'est simple. Alors, comment on évalue un jour de bonheur? Il y a combien de gens qui vont être heureux si Hollande s'en va? Supposons que Hollande s'en va un jour plus tôt. 40 millions de personnes qui font la fête, on est d'accord? 40 millions de jours de bonheur extrême. S'il part 300 jours plus tôt, on va dire, c'est pas forcément du bonheur extrême, mais c'est 300 jours de jouissance, quoi. Voilà, donc 40 millions. Voilà, s'il part un jour plus tôt, 40 millions de jours de bonheur. S'il part 300 jours plus tôt, 12 milliards de jours de bonheur. Combien j'aurais investi moi personnellement pour obtenir ces 12 milliards de jours de bonheur? Bon, combien j'aurais investi? S'il part dans 300 jours, c'est que j'ai bossé pendant 2 ans. Bon, admettons que j'ai bossé 1000 jours pour faire simple. Est-ce qu'un de mes jours vaut 12 millions de jours de citoyens?
Je dois être sacrément orgueilleux pour penser ça. Hein. Donc non, un de mes jours ne vaut pas 12 millions des jours de mes concitoyens, et je suis prêt à donner un millier de mes jours pour qu'il y ait un ratio de création de jours de bonheur fois 12 millions. Donc le combat, je sais que même si on peut pondérer, parce que c'est pas sûr qu'ils partent. Hein. Tout ça, si j'ai mis plusieurs calculs, ça veut dire que justement on n'est pas sûr. Mais si on pense qu'il y a une probabilité raisonnable qu'il s'en aille, vous divisez ça par la probabilité que vous imaginez, mettons même si c'est seulement 15%, ça fait encore des ratios très raisonnables. Alors, ça c'est que la valeur créée en termes de bonheur. Parce que économiquement, vous savez bien que chaque jour que Hollande reste, il gaspille notre argent. Et chaque jour qu'il y aurait quelqu'un de compétent à sa place, en supposant qu'on puisse mettre quelqu'un de compétent à sa place, la situation irait plutôt en s'améliorant. Mais allons encore plus loin. Qu'est-ce qui manque à la France aujourd'hui? De l'énergie. Les gens ne vont pas travailler. Comparons une entreprise. Si les gens arrivent le matin avec pas envie de travailler, la valeur créée à la fin de la journée, elle est vachement moindre que si on y va en étant motivé. Donc, cet immense mouvement qu'on compte créer, il apportera de la motivation et donc de la valeur à la France. Et on veut apporter une libération des énergies, une réelle, qui ne soit pas que politique. Et donc, on doit réfléchir à qu'est-ce qui efficacement la crée, cette libération des énergies. Donc, pourquoi j'ai choisi d'attaquer Hollande et pas Monsieur Hérault? Question de pragmatisme. Militairement, on attaque le point faible. On va pas attaquer la grosse tour bien défendue. Encore que Hérault, c'est pas la grosse tour bien défendue. Mais si je m'attaquais à la gauche, moralement, j'aurais tort. Parce que la gauche a des choses à apporter à la France. La gauche française a peut-être rien à apporter à la France, mais il y a des pays où la gauche apporte de très belles valeurs. Et où socialiste chrétien, ça pourrait être des termes compatibles. Voilà. France, il se trouve que culturellement, c'est pas le cas. Mais je sais pas, n'attaquons pas quelque chose qui donne de la valeur morale, de la hauteur morale à l'adversaire. Attaquons là où il n'a aucune hauteur morale. Donc sur la répression qui nous donne la hauteur morale de la démocratie. Attaquons au point faible sur M. Hollande. Mais ça a le double avantage d'être doublement justifié en termes de stratégie, parce qu'une autre manière de faire s'écrouler à un camp, c'est de frapper au chef, frapper à la tête. On désorganise brutalement l'adversaire. Donc si votre adversaire c'est le Parti Socialiste, le plus simple c'est de frapper à la tête. Si votre adversaire c'est M. Hollande, ben ça tombe bien. Voilà. Donc là j'explique aussi pourquoi il est faible. Clairement, quand on fait des vrais sondages, on tombe sur des chiffres lamentablement bas de soutien de M. Hollande. Qu'est-ce que j'appelle un vrai sondage? C'est un sondage brut, où on sait ce qu'on a sondé. Pas un sondage qui est passé entre les mains d'un expert qui s'est dit on va faire méthode des quotas, alors on a eu 10 jeunes, 20 personnes âgées, et on va faire cette correction-là. Parce que comme vous ne savez pas la correction qui a été faite, vous n'avez pas une information fiable. Là, vous avez une information fiable, mais brute de décoffrage. Les gens qui ont répondu, c'est-à-dire les gens motivés au final, les gens qui répondent, 90% ils sont motivés pour dire non à Hollande, à 10% ils sont motivés pour dire oui à Hollande. Et en fait, quelle que soit à peu près la question, on tombe dans ces eaux-là. Récemment, j'ai publié une autre image où c'était à peu près les mêmes chiffres, mais plus récents. Alors, pourquoi est-ce qu'on choisit une méthode démocratique? Pourquoi est-ce qu'on va pas prendre la Kalachnikov? Pourquoi est-ce qu'on va pas prendre les canettes? Pourquoi est-ce qu'on va pas assassiner M. Hollande? Bonne question. Mais d'abord, la hauteur morale. On a besoin pour les changements qu'on voudra influencer par la suite. La hauteur morale, c'est un avantage politique. Ensuite, parce que c'est rassurant, et qui dit rassurant, c'est mobilisateur. Ensuite, parce que c'est crédible. C'est ce que j'appelle la méthode démocratique. C'est la méthode du référendum. Voilà. Une méthode purement constitutionnelle. Les gens ignorent qu'en 2009, il y a eu le référendum d'initiative partagée qui est passé dans la Constitution. Soit ils l'ignorent complètement, soit ils en ignorent exactement quels sont les chiffres nécessaires à déclencher un référendum. Ils sont à la fois dissuasifs, mais faisables. Ce qui est à peu près tout le combat qu'on est en train de mener, qui n'est pas facile, mais faisable. Ce référendum d'initiative partagée, il demande 185 députés ou sénateurs qui signent une motion, et ensuite il faut 4 millions de signatures approximativement. Mais comme ça devient l'objectif numéro 1, 4 millions c'est facile. 185 députés ou sénateurs. Difficile mais faisable. Il y a 500 députés ou sénateurs d'opposition en ce moment.
Alors, ce n'est pas la seule méthode. C'est une méthode possible. Et tout est là-dedans. Comme elle est possible, on va y aller. Comme on va y aller, Hollande va pas être très content. Et il va tout faire pour... il va nous trouver très inquiétants. Il va utiliser de la répression. Ou il va utiliser des aspects tordus, de la légalité pour empêcher ce référendum. On pourra exposer ces intrigues et dire nous avançons de manière démocratique et en face, il perdra petit à petit la légitimité démocratique à force de ralentir le référendum qu'on demandera. Et on va y aller à fond. Donc, au final, à travers cette discussion, je vous ai illustré qu'on faisait une attaque de deux côtés. Il y a le côté purement constitutionnel, juridique, lobbying. Mais à la limite, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ici? Je devrais être en train d'écrire des lettres aux députés, de prendre des rendez-vous. Oui, je le fais. Mais c'est seulement une de notre offensive. À côté, il y a l'offensive de la désobéissance civile. La désobéissance civile se justifie quand on est en face d'un gouvernement qui ne respecte pas la démocratie. Mais nos actions prouveront que ce gouvernement ne respecte pas la démocratie. Chaque fois qu'on ouvre un front juridique, à chaque fois qu'on fait une action qui provoque Hollande, c'est pour ça que je frappe directement Hollande sur les points faibles, l'orgueil. Il est obligé de répondre, et quand il répond, on prend de la hauteur morale, on justifie la désobéissance. Donc, on a une offensive par la désobéissance populaire, pour l'instant je montre par l'exemple, et l'autre offensive, purement constitutionnelle. À chaque fois que M. Hollande frappera d'un côté, il nous permettra d'avancer de l'autre. S'il nous ralentit sur le référendum, la désobéissance civile s'impose. Si il maltraite des citoyens, ce sera encore plus facile de convaincre les députés d'être avec nous. Voilà. Et tout ça accompagné de médiatisation, parce que la clé, c'est la médiatisation. Pourquoi la médiatisation? Parce que c'est le médium, comme le nom l'explique, qui s'adresse à tout le monde. Aujourd'hui, on utilise Facebook et le Salon Belge et ce genre de médium pour la réinformation, mais ça touche combien de personnes? Le même 5% de la population motivée, à qui n'a pas besoin de leur expliquer quelque chose, si ce n'est qu'il faut les garder motivés. Si on veut toucher les 85 autres pourcents, il faut passer par les médias. Si une action est menée qui n'a pas de presse, c'est une catastrophe. Oui, mais les médias, ils ne donnent pas les informations qu'il faut. Les médias sont des médias, c'est des mercenaires, il faut savoir comment on les nourrit. Si on ne les nourrit pas, ils ne viendront pas dans notre camp. Ils ne viendront jamais complètement dans notre camp. Mais il faut les connaître. Ça ne sert à rien de dire les médias sont pourris, peut-être que c'est vrai. Mais la manière concrète d'avancer, c'est de se dire comment je fais pour que cette personne parle de moi pas trop mal, ou à la limite que s'il me descend, au moins il parle de moi. Et il y a un autre journaliste plus objectif qui va lui corriger le tir. Voilà. Donc on développe des relations plus suivies avec les journalistes au niveau national et au niveau local. Et puis surtout, on apprend à les connaître. De quoi ils ont envie, les journalistes? Il faut le savoir. Est-ce qu'ils ont envie qu'on fasse une conférence de presse? À moins qu'il se passe vraiment rien dans leur petit bled, ils vont pas couvrir la conférence de presse. Moi, j'ai appelé personne ici parce que il y a la fête des Lumières dehors. Oui, c'est ça. Donc ils n'étaient pas croustillants aujourd'hui, là, tout de suite, là. Maintenant, si un jour je vais faire une conférence à Clermont-Ferrand, je garantis que j'appellerai la presse locale. Et je sais pas comment on appelle les habitants de Clermont-Ferrand, mais ils seront très contents de savoir qu'on a parlé de la conférence où ils étaient. L'an dernier, certaines personnes ont dit bon, les journalistes, je sais pas, je vais aller où ils sont. Je sais pas comment les toucher, donc là où ils sont, je vais aller. Ok. Ça a donné d'abord Roland Garros. Roland Garros, ok, ça va à peu près parce qu'il y a eu une couverture médiatique. Maintenant, les Omen se sont fait descendre sur Roland Garros et le mouvement en général parce que les journalistes qui étaient présents voulaient tout sauf ça. Parce qu'un journaliste sportif, il mange comment? En fournissant un bel article de sport à l'équipe. Pas en mettant le match a été piraté par des opposants politiques. Donc, il faut savoir quels journalistes ont envie de couvrir les événements qu'on fait. Donc on va avoir des événements politiques. C'est pour ça que moi je l'attaque à chaque fois que le président sera là, parce que si le président est là, il y aura des journalistes politiques qui couvrent les événements politiques, ils sont très contents de dire « Oh là là, il s'est passé ça !» Donc il faut les connaître, les journalistes. Exemple de flop, parce que Roland Garros, c'est pas un flop, c'est
Moitié-moitié, quoi. Le tour pour tous. Est-ce que vous avez agité vos drapeaux à côté des vélos? Oui, certains ici? Bon. Est-ce que vous avez été content de votre couverture médiatique? Non. On en était au point que sur le salon beige, on essayait de récupérer l'image d'un quart de seconde où il y avait 10 women qui étaient là sur le bord de la route. Mais ça veut dire que les 10 women qui étaient là sur le bord de la route, ils ont beau avoir été à la télé, la seule personne qui les a vus, c'est celle qui allait sur le salon beige où elle a vu le replay. Donc, c'est ce que j'appelle un impact médiatique nul, c'est-à-dire qui satisfait les gens qui l'ont fait, mais pas qui touche le reste de la population. Donc, on doit utiliser les médias pour mener une guerre psychologique. Qu'est-ce qui va faire que l'un peut se casser? Mais quand il en aura marre, quand il sera en train de déprimer. Qu'est-ce qui fait qu'un président déprime? Quand il se dit que demain, il n'est pas sûr de sa peau. Quand il se dit que demain, il n'est pas sûr de ne pas aller en prison. Oui. Quand il se dit que demain, les ordres qu'il donnera ne seront pas exécutés. Moi, j'imagine Hollande arrivant là, devant les chefs de cabinet qui vraiment ont passé 2 années mais à s'arracher les cheveux, et Hollande qui dit bon ben on n'a qu'à faire une conférence de presse. Non, la presse là vous êtes brouillé avec telle et telle chaîne. Oui bon ben en face de telle manifestation, mais c'est bien ça, vous allez l'interdire. Non, là si vous interdisez la manifestation, il risque de faire une manifestation non déclarée, là on ne sait pas où elle est. Donc on préfère qu'ils en fassent une. Oui bon bah alors mettez 3000 policiers. Oui, mais là on n'est pas sûr, parce que les policiers ils en sont à tant d'heures non payées, les préfets commencent à dire que les policiers... Voilà, si Hollande il commence à entendre ça chez ses chefs de cabinet, il se dit « Oulala, prochaine manif, mais je suis pas sûr que les gars ils vont pas venir marcher jusqu'à l'Elysée. » Donc, en ce qui le concerne, c'est une guerre psychologique. En ce qui nous concerne, c'est une guerre psychologique. Si quelqu'un se démotive, n'y va pas, on a perdu un militant. Tout est dans la motivation. J'ai l'impression parfois que certains mouvements se disent bon, on va y aller, puis ils se fichent complètement de l'aspect humain, de ce que les gens, une fois qu'ils y seront allés, ils se diront est-ce que j'ai fait quelque chose de bien? Est-ce qu'on est paru dans les médias? Est-ce que j'ai passé un bon moment? Notez que d'ailleurs, moi je pense au bon moment, c'est-à-dire une manière d'éviter que le militant soit déçu de l'action, c'est aussi qu'il soit amusé. Donc, un mouvement qui, mettons, souhaiterait que des gens tiennent 24 heures sur de l'herbe sans toilette, ben, c'est pas crédible. Les hommes peut-être ils peuvent se retenir, mais moi, j'ai fait le camping pour tous, je sais très bien qu'au bout de 2 heures dans le froid, une jeune fille va dire faut que j'aille me repoudrer le nez, ou j'ai un rendez-vous, tu comprends. C'est pas... Les êtres humains sont des êtres humains, et les hommes, une fois qu'ils voient partir les filles, je vous rassure qu'ils se dégonflent plus vite. Hein. Et donc j'ai vu des mouvements comme ça, fleur au fusil, se dire non, on va y aller, puis ne vous inquiétez pas, ils vont rester. Moi je me souviens le 26 mai, je reçois à 6h du matin, coup de fil d'un gars qui est proche des veilleurs qui me dit ouais, non le 27 mai, à 6h du matin, dans 4h il me dit fais la mobilisation. Je crois vraiment que j'ai envoyé 200 textos à 4h du matin, mais soit les gens ils viennent de se coucher, soit ils sont pas prêts de le lire. Ouais mais si, parce qu'on a besoin de la relève, les veilleurs, on est là pour durer devant l'Elysée. Attends mais... Tu veux improviser de rester là devant l'Elysée? D'abord, il n'avait pas compris le coup des toilettes, je lui explique. Ensuite, je dis, mais attends, est-ce que tes gars sont préparés psychologiquement à la répression qui va arriver à la première heure demain matin, juste avant qu'on envoie la relève? Mais non, tu verras, les gars sont super motivés. Bon, d'accord. Ok, tu me garantis à 8h du matin, il y a du monde, parce que je ne crois pas qu'on puisse envoyer quelqu'un, parce que les gens vont se lever, les plus tôt vont se lever à 6h30, ceux qui acceptent de louper une journée de boulot, ils ne seront pas là avant 8h. Tu me garantis qu'il y a du monde à 8h, qu'on n'envoie pas les gens pour rien, que j'envoie pas 300 textos à 4h du matin pour rien. Ouais, t'inquiète. Ok. Je me lève à 6h30, tout fringant, je dis, ouais, enfin, après 2 heures de sommeil, je dis, ouais, alors vous en êtes où? Ben, on est en train d'être raccompagné vers le métro. Attends, je comprends pas là. En train d'être raccompagné, ça veut... Raccompagné, ça veut dire que vous y allez vous-même vers le métro? Vous êtes 500 et vous êtes en train de marcher vers le métro? C'est quoi ce bins? Bah ouais, tu comprends, ils ont viré Manu Militari 2 personnes et puis les autres se sont levés. Bah ouais, ils n'étaient pas prêts psychologiquement. Je veux dire, c'est une bonne initiative de vouloir rester, mais il faut connaître l'état d'esprit des gens avec lesquels on travaille. On mène une guerre psychologique. Et je vous dirais que toute guerre est psychologique. Est-ce que vous croyez vraiment que quand on utilise un fusil, on utilise un fusil pour tuer la personne en face?
Dans tout combat d'infanterie aujourd'hui en zone urbaine par exemple, là, petite section qui avance, il y a un gars qui se met à rafaler, il se protège déjà, c'est-à-dire qu'il réfléchit à sa sécurité. Puis il rafale en face, parce qu'en face c'est pareil, il rafale. Mettons qu'ils veulent prendre un sniper. Et quand il rafale, le sniper il est censé baisser la tête. Tout est là-dedans. S'il baisse pas la tête, les 4 petits copains qui sont en train de marcher vers le sniper pour balancer une grenade à la dernière minute vers la fenêtre, ils sont morts. Si le sniper baisse pas la tête, ils sont morts. Donc, on est en train de lui faire peur. Tout est là-dedans. Tout est dans la peur. La peur chez l'adversaire permet d'agir. Et à l'inverse, si vous avez un de vos copains, au moment de charger, au moment de lancer l'action, qui commence à pleurer, à faire pire, parce qu'on peut sortir toutes les... Bref, à mouiller son pantalon. Croyez vraiment que votre section elle va monter à l'assaut? Non. Les 4 personnes à côté vont tout d'un coup réfléchir aussi, moi aussi j'ai peur. Et puis le lieutenant il va commencer à passer les 3 prochaines heures à essayer de récomposer son équipe. Ou alors il dit à son adjudant, tu me prends le gars qui pleure, tu le vires. Bon, toujours est-il que la psychologie dans son propre camp est fondamentale. Là je l'ai illustré de manière très martiale, mais c'est pareil chez les veilleurs, c'est pareil chez les homens. Ils sont conditionnés en mode de toute façon on va y aller, et c'est hyper important. S'il se pose la moindre question au mauvais moment, ça ne va pas le faire. Donc, cette guerre est psychologique, et ce qu'il faut qu'on insuffle, c'est un esprit qui nous permet de gagner. Il y a plusieurs esprits. Il y a l'esprit de défaite, c'est peut-être celui qui a animé notre camp pendant les 50 dernières années. Ah oui, vous comprenez, j'ai encore passé une loi comme ça. Ah, mais la France va mal. Moi-même, j'étais le premier à vouloir quitter le navire, et en tant qu'entrepreneur, je disais, mais je vais aller là où sont mes cousins aux États-Unis, quoi. Je vais y aller, quoi. La France, c'est un bateau perdu. C'est cool. Donc l'esprit de défaite. L'esprit de défaite, c'est celui qui a fait qu'on a perdu en 40. En 40, les généraux, ils ont carrément jeté l'éponge. Non, mais on est encerclés là-haut. Et en 14, ils s'en seraient foutus. Ils se seraient enterrés dans leurs tranchées. Mais en 40, non, on n'est pas prêts. On est encerclés. Il reste des troupes, mais elles sont un peu loin. Non, mais le ministre qui nous dit qu'on doit partir à Bordeaux, non, mais c'est pas crédible qu'on va partir à Bordeaux. Alors que ça a été fait en 70. En 1870. Bref, l'esprit de défaite, c'est ce qui fait qu'on perd. Ensuite, l'esprit de résistance, l'esprit ONLR. Allez, comment l'appel du 18 juin. Allez, on va pas se laisser abattre. On a perdu une bataille, mais c'est pas la guerre. On a fait 3 manifs pour rien, mais c'est pas la guerre. C'est pas la guerre tant qu'on n'a pas dit qu'on a abandonné. Donc le premier truc pour endiguer la défaite, c'était de se dire, voilà, donc j'ai pas abandonné, j'ai pas perdu. Donc c'est très bien, ça a été fait comme boulot psychologique l'an dernier. Mais l'esprit de résistance, ça fait pas gagner une guerre. Hein. Si les Américains n'avaient pas débarqué, on aurait juste eu plein de terroristes français et on parlerait l'allemand, quoi. On aurait sauvé peut-être l'honneur de certaines familles, mais sans plus. Donc l'esprit ONLR, c'est bien, ça permet juste de pas perdre. Juste de pas perdre. Et puis l'esprit de victoire. Tout est dans la psychologie. À Arcole, Napoléon, il était à 2 doigts de perdre. Il s'est dit, ouais, je vais faire une charge d'infanterie. Il n'a pas dit à un de ses généraux, tu vas charger. Il dit, ils ont peur, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le drapeau moi-même et je vais charger sur le pont. Ben, si je meurs, au pire, je meurs. Et puis, si j'arrive à l'autre bout, ben, tout le monde m'aura suivi et j'aurai gagné. Mais ce qu'a fait Napoléon là, c'est ce que ferait n'importe quel Gavroche. On est là, on est sur la barricade, on saisit le drapeau, on charge, et tout d'un coup, les gens se disent, mais c'est qui ce mec qui charge? Mais attends, mais je peux faire pareil. Et donc, la psychologie de tout d'un camp est retournée, et ce camp-là est à nouveau en mesure de gagner. Donc, vous vous doutez bien que ce que j'ai fait avec ma banderole, le but c'est d'être un petit Gavroche. Moi, je termine mon illustration sur la guerre psychologique en disant qu'il n'y a pas besoin de retourner tout le monde, il n'y a pas besoin de faire que tout le monde... Une bataille psychologique peut se jouer sur un seul homme éventuellement. Tout le monde connaît la citation A horse, a kingdom for a horse. Mon royaume pour un cheval. C'est Richard III qui vient de perdre une bataille. Pourtant, la veille, il était arrivé avec 20 000 hommes contre 10 000. Au Moyen-Âge, quand tu arrives à 2 contre 1, en règle générale, tu gagnes. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Ben, il y a un de ces comtes haut placé dans le royaume qui commandait la moitié des troupes, qui a changé de camp avec toutes ses troupes. Donc tout d'un coup, c'était lui qui se battait 1 contre 2. Alors il y allait pour l'honneur et puis il a perdu. Bon, donc,
Si on retourne une seule personne, on a gagné. Et moi, je compte bien travailler Monsieur Valls. Je compte bien me débrouiller pour qu'à la fin, lui se dise « Oula, mais si je reste avec Hollande, mais je ruine complètement mon futur politique. » Voilà, c'est juste une des pistes de psychologie qu'on peut faire. Je compte bien lui coller plein de procès aux fesses, et à la fin, éventuellement, négocier avec lui de manière temporaire pour lui dire qu'il ferait mieux de préserver son capital politique futur. Alors, juste vous montrer que la psychologie, on en a fait le 14 juillet, parce qu'avec un petit sifflet, on permettait que 10 personnes à côté de soi ne se découragent pas. On en a distribué 150. Les badges prisonniers politiques. Post 25 mai, tout le monde se disait on a perdu, on a perdu, on a perdu. Comment on fait pour éviter? Il y a eu plus de 600 gardes à vue. Comment je fais pour contrer l'action du gouvernement? Le gouvernement a pris des jeunes comme ça au hasard et les a mis en garde à vue. C'est quoi l'objectif de mettre des jeunes en garde à vue quand on ne met pas des chefs? C'est de faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils s'arrêtent. Ils jouent sur la peur. Donc nous, on doit jouer sur cette même peur et la détruire. Comment on peut détruire la peur? En valorisant la répression subie. Donc on a distribué des badges prisonniers politiques à tous ceux qui étaient partis en garde à vue. Et on a... combien de fois j'ai vu après des petits jeunes qui voyaient le badge prisonnier politique, qui étaient comme ça avec les yeux qui brillaient et tout. Oh, t'es combien de fois en garde à vue? Genre... oh là là. Voilà. Donc on a diffusé cet esprit-là, on l'a renforcé parce qu'il y avait déjà des prémices. On l'a renforcé en disant, ben non, vous n'êtes pas des prisonniers de droit commun, vous êtes des prisonniers politiques si vous êtes allés en garde à vue pour vos idées. Donc, ça nous a coûté combien ces badges-là? Ben, j'ai dû dépenser 500 € de machines et de badges, et maintenant on a toujours la machine et on fait les badges à la main pour les générations suivantes de badges. Ça nous a même rapporté de l'argent parce qu'on a demandé des donations libres. Mettez une pièce, 1 centime, 10 centimes, ce que vous voulez. En règle générale, quand on faisait ça, on avait 1000 € pour 100 badges distribués. Ça nous a permis de prendre un peu d'essor. Voilà. Toutes ces actions-là sont à valeur psychologique. Quand on fait un collage, ben on ne s'affiche pas comme des chiens simplement pour pisser partout, pour montrer son territoire. On s'affiche comme des êtres humains qui parlent à des êtres humains. Et pas pour convertir, je sais pas moi, c'est pas parce que supposons que je fasse une affiche politique UMP, c'est pas en mettant mon affiche UMP que je vais convaincre un communiste de voter UMP. Mais je vais peut-être convaincre les gens de mon camp que ça vaut la peine d'y aller. Bonjour. Ça, on arrive Ça va. c'est la Croix bannière. Oui, je sais. Alors, on est sur la fin, on est sur l'opération psychologique. Le fait... Oui, mais il reste 2 slides. Donc chacune de nos actions sont psychologiques. Alors voilà, tout à l'heure j'ai parlé de la psychologie et mass média. Bah, le mieux dans les opérations, c'est d'avoir les démultiplicateurs que sont les mass médias. La banderole, c'est encourager l'attention au camp. Le but était de faire une opération qui casse l'esprit de défaite, mais qui casse aussi l'esprit d'incrédulité dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui dit les changements ça n'existe pas. Mais si, je vais faire une action qui n'a jamais été faite. Je vous prouve bien que des choses sont possibles, que des choses nouvelles sont possibles. Donc on ne va pas imiter les autres parce que sinon on ne peut pas casser l'esprit d'incrédulité. Pourquoi j'ai fait avancer sans faillir? Oui, voilà, je vais terminer simplement sur une opération psychologique qui a mené la personne qui a écrit ça. Je ne sais pas si c'est la personne à qui c'est attribué. En tout cas, un général Vendéen qui raconte ça, bah, c'est typique de n'importe quel chef. Il faut qu'aujourd'hui, on a besoin de chefs, de chefs, de chefs, de chefs. Il y en a marre des mouvements qui disent « Ah non, il n'y a pas de chef ». C'est quoi l'impact psychologique de dire « Il n'y a pas de chef » ? C'est-à-dire, je ne veux surtout pas être responsable. Ça donne quoi comme exemple pour la personne d'à côté qui aurait pu être un chef aussi? Dire, bah, si lui il se dégonfle, je vais me dégonfler aussi alors. Soi-disant, c'est furtif. Bon. Genre les RG sont pas assez intelligents. Donc, si j'avance, suivez-moi, bah oui. Si je recule, tuez-moi. Ici, je meurs. Vengez-moi, c'est tout à fait ce qu'on attend d'un chef. Et des chefs, il nous en faut. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je suis plutôt d'accord avec déjà l'esprit de motivation, ça me paraît déjà être une bonne chose. Surtout l'impact psychologique que vous voulez avoir sur ça. En plus, j'adhère pas forcément à toutes les idées d'Hollande. Enfin,
c'est vrai qu'il fait quand même pas mal de belles conneries. Mais je voudrais quand même préciser le point qu'il n'est pas si faible psychologiquement que ça. Parce que déjà, s'il arrive au pouvoir, c'est déjà qu'il y a une raison. C'est déjà qu'il a su évincer tous ses adversaires. Voilà, il a une forme de compétence qui est nécessaire pour survivre au Parti Socialiste et pour prendre le leadership du Parti Socialiste. Soyons clairs. Il n'a pas nécessairement de compétences de gestionnaire et il n'a pas nécessairement de compétences charismatiques qui aident à motiver son propre camp. Et ça se voit en chiffres. Son camp n'est plus derrière lui. C'est pour ça qu'il est faible. Lui-même n'est pas quelqu'un qui va se dégonfler. Donc la lutte est serrée quand même. Qui sont nos cibles? C'est pas lui directement, psychologiquement. Tout à l'heure, je vous ai parlé des chefs de cabinet. C'est quand les gens de son camp se diront « Mais avec lui, mais on se prend une raclée formidable. Surtout, mais on le soutient par loyauté, mais à chaque fois, il faut qu'ils se disent « Mais je suis pas sûr qu'on devrait le soutenir. » Donc, il faut identifier des cibles et frapper sur elles. Est-ce que je critique M. Hollande moi-même? Je ne perds pas mon temps à ça. Il est tellement critiquable que la presse le critique, tous les partis d'opposition le critiquent, et ils font ça très bien, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut le critiquer. Moi, je ne vais pas perdre de temps avec ça. Je ne vais pas dire si, de temps en temps, parce que ça fait de l'audience. Ça fait de l'audience sur la page Facebook. L'équipe qui gère la page Facebook sort une petite image qui rigole, on a 500 likes de plus, c'est bien. Mais moi-même, je vais pas aller sur des... Mon but n'est pas d'aller sur des places de télé et de dire Hollande est nul, Hollande est nul, Hollande est nul. À chaque fois, je vais dire... Si, ça, il faudrait que je le fasse, mais... quand je vais venir, en tout cas, aller voir les militants, je vais pas leur expliquer pourquoi Hollande est nul. Ils le savent bien. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de vendre le rêve. Alors, il faut voir quel produit on vend. Je vends pas Hollande est nul, c'est déjà vendu. Je vends... On peut virer Hollande. Je ne vends que ça. Vous savez qu'il est nul? On peut le virer. Donc, mon travail est de montrer toutes les raisons constitutionnelles qui expliquent qu'on peut le virer. Là, je ne vous ai pas encore fait la liste, parce que pour l'instant, j'en ai parlé que d'une. Toutes les méthodes qui permettent de mener cette guerre psychologique. Je dois vendre ça. Je dois vendre ça par l'exemple et en le prêchant. Est-ce que lui sera faible? Moi, je dirais qu'il sera relativement faible par rapport à nous quand on sera tous motivés. On peut compter sur combien de personnes? Estimation à la louche. 1 million de cathos qui se sont bougés l'an dernier, 2 millions, parce que ce n'était pas toujours les mêmes qui montaient. La moitié d'entre eux sont très énervés. On va dire qu'on a 1 million de droites familiales. Cathos, c'est abusif probablement de dire cathos, mais de droites familiales qui sont énervés. Eux, il suffit juste de leur dire c'est faisable, suivez-nous. Bon. Ensuite, il y a tous les agriculteurs, les Bretons. La liste des insatisfaits est énorme. Pour l'instant, ils n'osent pas dire Hollande démission. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en rêvent pas. Et si on leur vend que c'est crédible, on va rassembler des forces formidables. J'avais une question. Quelles sont vos relations actuelles et l'accueil avec les partis politiques, les vrais, notamment, évidemment, UMP et FN? Est-ce que vous avez eu des contacts avec eux? Lesquels Demain, j'ai une réunion politique avec un mouvement qui essaie de noyauter l'UMP et qui a obtenu, je ne sais pas si c'est grâce à moi ou en tout cas qui a obtenu une réunion collective avec Nicolas Sarkozy par exemple. On a clairement, chez le FN, il n'y a même pas besoin de recruter, quoi. Le FN, ils vont clairement venir vers nous. Aujourd'hui, j'ai des relations avec 3 députés seulement. Parce que dans l'UMP, il y a la droite forte, il y a la droite au cœur, maintenant il y a Sens commun, je veux dire, il y a pas mal de... Alors, là, je vous ai dit simplement des faits, non pas pour qu'on attire l'attention dessus, simplement pour répondre à la question, mais je ne crois pas maintenant, tout de suite, que ce soit la priorité de séduire les partis. Séduire quelques électeurs, quelques élus, marquer des coups médiatiques, motiver un camp. L'an dernier, quand le camp de la droite familiale s'est motivé, des politiques ont essayé de récupérer. Le mouvement lui-même a essayé d'écarter ceux qui... la manipulation, enfin, ils ont écarté le FN, ils se sont dit Gosselin, ok, lui peut-être, Poisson, ok. Bon, si on crée un mouvement de masse qu'on est crédible, on n'aura pas à courtiser les politiques, ils nous courtiseront. J'en étais à mon 2e jour de banderole, que j'avais une invitation à déjeuner d'un député. D'accord, c'était probablement les députés les plus faciles à recruter. Il se trouve que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'étais vraiment très occupé. Mais ouvrons
On aura besoin d'une équipe dont c'est le job spécifique de faire du lobbying. On en a certains, justement, on a des associations politiques pour cela, mais c'est pas la priorité tout de suite. Quand je décompose les deux stratégies, la stratégie lobbying politique et la stratégie désobéissance civile, la première étape est la même des deux côtés. Médiatisation. Existons. Montrons-nous. Montrons qu'on est là. Deuxième partie, c'est de passer au lobbying du côté politique. Donc lobbying, ça commence par réunir 5 députés, 10 députés, 20 députés, pas forcément les appareils des partis. On a besoin, pourquoi pas d'un maire avec un peu de... regardez comme le maire de Carhaix maintenant, tout d'un coup il a une envergure nationale. Donc moi j'ai déjà des contacts avec des anciens ministres de droite qui n'ont plus d'avenir politique parce qu'ils se considéraient comme présidentiables et que ils sont fait griller par un petit jeune dynamique. Mais des vieux députés aussi, c'est une ouverture parce que un vieux député, il n'a pas de carrière de président derrière la tête. Il veut juste rester sénateur et s'il peut le faire en pensant qu'il fait ce pourquoi il s'est investi en politique, à savoir ses idées à la base, il le fera. Donc montrons-leur qu'on n'est pas des guignols, montrons-leur que le slogan, c'est à double tranchant en langue d'émission. Popularité maximale du slogan, médiatisation, c'est croustillant. Là, pour le coup, chaque fois qu'on fait un truc, les journalistes, ça les interpelle plus que si on voulait sauver les huîtres du bassin d'Arcachon. Donc, c'est à double tranchant parce qu'en face, mais c'est qui ce guignol? C'est là qu'il m'attaque médiatiquement. Mais David, il n'a pas d'idée, il n'a pas de programme. Juste parce que je ne veux pas parler de mes idées personnelles, parce qu'il faut rassembler. Ou alors, le Figaro va dire c'est le cerveau, mais tout de suite après, la gauche va dire oui, c'est le Nabila de la politique. Bon, ils vont nous attaquer sur la crédibilité. C'est pas grave, tant qu'ils parlent de nous, dans un premier temps. Deuxième temps, adresser ce problème-là en faisant des réunions comme ça, où on convainc de plus en plus de personnes qu'on va être sacrément efficace, et indirectement, ça va remonter. Certains d'entre vous connaissent leur maire, connaissent leurs députés, diront viens à la prochaine conf, on va parler de ça, tu verras le gars, c'est pas le loufoque qu'on écrit. Ok, pourquoi pas. Voilà. Donc, rentrez en contact avec nous sur Lyon pour le moment. Comment on fait si on veut faire un inbox tout simple, vous lisez Sur la page Facebook, l'équipe du Sud, avec la secrétaire de l'association, est réactive, traite les mails. Moi sur Twitter, je réponds personnellement à mon compte et personnellement à mon compte sur Facebook, mais Facebook, je suis débordé. Sinon, david@hollande-démission.fr si vous avez une communication urgente. Comment on se structure? Qu'est-ce qui marche dans les autres équipes? Les petites équipes. Je veux des chefs. Une personne qui me dit moi, je bosse avec 5 personnes et je les connais. Ah, tu m'intéresses ça. Parce que si tu es tout seul, je vais t'envoyer un pack d'autocollants puis tu reviens vers moi quand tu connais 8 personnes et avec qui tu les as collés. Voilà, donc les petites unités qui se connaissent. C'est comme ça que au 19e siècle, les compagnies entières chargeaient. Puis on s'est dit, là, maintenant on a des radios, on va bosser par petites unités qui se connaissent. Dans les entreprises, c'est pareil, on n'envoie pas 100 personnes pour faire un audit, c'est un gaspillage humain. On envoie 2 personnes, 3 personnes qui se connaissent. Voilà, ceux qui doivent partir, ils vont, sinon on continue la séance de questions.